La dernière fois, je vous avais parlé des CAP. Pour les personnes qui viennent d'arriver, les CAP, ce sont les caractéristiques et comportements personnels des entrepreneurs performants. Je n'ai pas inventé le mot CAP. Ça a été inventé dans un pays africain que je ne citerai pas. En tout cas, ce n'est pas le Sénégal. Pour ne pas faire de jaloux. Parce que j'ai fait des formations au Sénégal sur l'entrepreneuriat. Et quand j'ai commencé à en faire dans d'autres pays africains, comme il y a des pays africains qui ont cette culture à africaniser la langue française, même la langue anglaise, ils ont dit, mais ça, c'est des caps. Et ça, ces caps-là, quand on les pratique, on devient un capeur. Quand on est une femme, on devient une capeuse. Et j'ai bien aimé. Parce que capeur, c'est vraiment quelqu'un qui se comporte comme un entrepreneur performant. Et c'est important, les amis. Et depuis lors, hein, ça fait plus de 30 ans, depuis lors, si vous allez en Afrique, vous parlez capeur, les personnes qui ont suivi cette formation savent ce que c'est capeur. Au Cameroun, en RDC, un peu partout, jusqu'au Rwanda, etc. Ils savent ce que c'est capeur. Alors, on a vu la première CAP la semaine passée, les 2 semaines passées d'ailleurs, sur la recherche d'opportunités et initiatives. J'avais donné un exercice sur lequel on reviendra. Mais déjà, je vous donne la définition qu'on a toujours utilisée par rapport à un entrepreneur performant qui a cette caractéristique-là. On avait commencé déjà par voir au niveau des CAP, la première CAP, la recherche d'opportunités initiatives. C'est une caractéristique que les entrepreneurs performants ont à travers le monde, indépendamment de leur culture. Ici, il n'y a pas de blanc, noir, jaune, non. Vous êtes entrepreneur, dans votre environnement, vous devez être capable d'identifier les opportunités et de prendre ces opportunités, de prendre des initiatives pour les réaliser. Donc, c'est l'entrepreneur qui a cette caractéristique, c'est quelqu'un qui agit avant qu'on le lui demande ou avant d'y être forcé par les événements. Deuxièmement, c'est quelqu'un qui agit pour étendre son affaire, ses produits ou services vers de nouveaux secteurs. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, même s'il est dans un secteur donné, il voit qu'il y a une opportunité dans un autre secteur, mais il n'hésite pas. Il peut étendre son affaire, c'est-à-dire augmenter ses possibilités ou bien se diversifier. Mais ça, on y reviendra plus tard quand on fera le plan d'affaires en matière de stratégie marketing. Troisièmement, ce que j'ai mis en zone, ce sont les 3 éléments qui composent cette caractéristique de recherche d'opportunités et d'initiatives. Donc, troisièmement, il s'agit des opportunités exceptionnelles pour obtenir un financement, de l'équipement, des terres, un espace de travail ou une assistance quelconque pour lancer son entreprise. Donc, vous voyez que ça ce sont des opportunités qui se présentent devant n'importe quel chef d'entreprise. Même si vous vendez des cacahuètes, les amis, vous pouvez avoir une opportunité. On vous dit, mais il y a telle place là, devant la banque, vous pouvez vous mettre là-bas pour vendre votre cacahuète. Et la dame va courir, occuper la place et commencer à vendre et faire des affaires. C'est une micro-entreprise et ça marche. C'est la même chose également pour l'industriel. Tu vois que le gouvernement a pris une disposition, une nouvelle loi, a mis en place une nouvelle zone, une zone d'expansion pour la promotion des PME. Et que si vous êtes dans cette zone, d'abord c'est viabilisé. Vous payez peut-être le tiers ou bien le quart du loyer que vous aurez dû payer, extra. Ou bien même, on peut même vous donner l'emplacement. Parce que le gouvernement cherche à créer des emplois. C'est une opportunité exceptionnelle. Vous courez prendre cette opportunité-là. Vous saisissez l'opportunité. Voilà ce que ça veut dire. Saisir des opportunités exceptionnelles pour obtenir un financement, ou bien de l'équipement, ou bien des terres, un espace de travail ou une assistance quelconque pour lancer son entreprise. Vous voyez, l'assistance quelconque pour lancer son entreprise, mais c'est pourquoi vous êtes là. Et ça, j'aime bien, les amis. Vous êtes en train de pratiquer cette CAP de recherche d'opportunités initiatives. Vous avez entendu parler de la plateforme pour l'emploi et la prospérité. Il y a des formations gratuites tous les dimanches de 15h à 16h30, mais tout de suite, vous avez sauté sur l'occasion. Donc, vous avez reconnu l'opportunité. Ça, c'est déjà pas mal, les amis. Donc, c'est important que vous soyez là et que vous puissiez suivre cette formation. Les meilleurs entrepreneurs, qu'est-ce qu'ils font? Ce sont des personnes qui font preuve de créativité. Ça, je l'ai déjà dit.
Ils ont l'esprit critique. Ce sont des personnes qui réfléchissent hors du cadre. Vous vous rappelez l'exercice des 9 points? C'est ça qui amène la créativité. Ce sont des personnes qui savent détecter les opportunités et ces personnes prennent tout le temps des initiatives. N'attendent pas qu'on leur dise faites ceci, faites cela. Ces personnes agissent et prennent des initiatives et font bouger leur environnement. Retenez que chaque fois que vous prenez une initiative, vous faites bouger votre environnement. Vous allez quelque part, vous demandez quelque chose, les gens vont accepter ou refuser, vous faites bouger l'environnement. Il faut toujours agir, il faut toujours être dans l'action. Et parfois, je donne des citations parce que les citations illustrent parfois très bien une certaine caractéristique. La première citation qu'on a déjà vue, là où les autres ne voient que des problèmes, l'entrepreneur voit des opportunités. Deuxième citation, la créativité découle de l'élimination de toutes les suppositions inutiles. Ça, on l'a déjà vu. Les personnes qui viennent d'arriver peuvent regarder les vidéos de la semaine 2 et même de la semaine 3. Vous verrez qu'on a parlé de ces deux citations-là. Aujourd'hui, on va se focaliser sur la prise de risque. C'est bien de reconnaître les opportunités et les initiatives. Mais je vous ai donné le livre Chercheurs décideurs d'Afrique. Les chercheurs sont des champions en matière de recherche. Ce sont des personnes qui réfléchissent en dehors du cadre, qui ont des méthodes systématiques, qui arrivent à découvrir, à créer quelque chose de nouveau. La voiture électrique, c'est des chercheurs. Demain, la voiture volante, c'est des chercheurs. Mais faire une recherche et trouver, et mettre en pratique les résultats de la recherche, ça fait deux choses. La mise en pratique des résultats de la recherche, ça, c'est l'affaire des entrepreneurs, les amis. Pour passer de cette recherche à la pratique, il faut prendre un risque. Ça, c'est la deuxième caractéristique. La deuxième cap, c'est la prise de risque. Avant de développer, tout le monde prend des risques. Il y a les bons risques, il y a les mauvais risques. Prendre un risque dans le langage ordinaire, quand vous demandez aux gens de me donner un exemple de risque, ils ont dit oui, mais j'ai traversé l'autoroute, tout en sachant que je risque d'être tamponné. Ça, ce n'est pas un risque d'entrepreneur. L'entrepreneur ne se soucie pas. Ça ne rapporte pas grand-chose. Les entrepreneurs prennent un bon risque. C'est ce bon risque-là qu'on va vous montrer ici ce que c'est. Vous allez comprendre et découvrir ce que c'est un bon risque. Tous les entrepreneurs performants ont pris des risques. Et c'est parce qu'ils ont pris un bon risque, ils ont pu développer leur entreprise. Quand vous prenez un mauvais risque, vous avez beaucoup de chances de tomber en faillite. Donc, cette étape, c'est une étape importante. Maintenant, sans risque, il n'y a pas d'entrepreneur. Je regrette. Là, ça dit que vous êtes chez vous, on vous amène une entreprise clé en main, on vous dit allez-y, mais l'entreprise va tomber. Parce que vous n'êtes pas entrepreneur, vous n'avez pas pris de risque, vous n'avez pas mis un franc dans cette entreprise. Vous n'avez rien à perdre. Quand on prend un risque, c'est qu'on a mis quelque chose au risque de perdre quelque chose. Donc, la définition de la prise de risque, c'est quoi? C'est un entrepreneur qui calcule délibérément les risques et évalue les alternatives. C'est quelqu'un qui agit pour réduire les risques ou contrôler les résultats. C'est quelqu'un qui se met dans des situations comportant un défi ou un risque modéré. Donc ça, on va le développer. Calculer les risques, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de créer une entreprise de BTP parce que vous sentez que dans votre zone, la construction est en boom. Mais vous n'allez pas prendre tout de suite toutes vos économies, mettre ça dans l'entreprise et dire que je vais essayer de fonctionner. Donc, il faut calculer les risques et évaluer les alternatives, si le risque est très élevé ou pas. Et si ça ne marche pas, je fais quoi? Vous réfléchissez avant de prendre le risque. Donc, vous faites un travail de réflexion. Pourquoi vous calculez de façon délibérée, sans même qu'on vous le dise. C'est ça, calculer délibérément. Ensuite, une fois que vous avez pris le risque, mais vous allez agir pour réduire les risques, pour contrôler les résultats. C'est-à-dire que vous avez pris le risque, vous avez mis votre argent, vous avez créé votre entreprise. Il faut maintenant trouver des marchés. Vous avez un chantier, il faut faire en sorte que le chantier puisse marcher. Il faut faire en sorte que vous ne puissiez pas perdre l'argent dans le chantier. C'est ça, agir pour réduire les risques ou contrôler les résultats. Troisièmement, l'entrepreneur qui prend un risque se met dans des situations comportant un défi ou un risque modéré.
Quand on dit défi, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Si c'était facile, tout le monde allait devenir entrepreneur, tout le monde allait prendre des risques. Mais c'est parce que c'est difficile, mais pas impossible. C'est faisable. C'est ça qu'on appelle une situation comportant un défi ou un risque modéré. Le risque n'est pas excessif. Et généralement, d'ailleurs, en matière de risque, on compare deux types d'acteurs. On compare l'entrepreneur aux joueurs et on compare l'entrepreneur aux banquiers classiques. Je regrette, hein? Bon, c'est qu'il y a des banquiers dans le groupe, mais le banquier classique, dit bien classique, que maintenant, le métier est en train de changer, les amis. Le banquier de maintenant est différent du banquier d'antan. D'accord? Le banquier classique s'entourer du maximum de garanties avant de financer un dossier. Mais c'est la raison pour laquelle beaucoup de PME ne pouvaient pas accéder au financement parce que les jeunes qui créent leur entreprise n'ont pas de garantie. Vous êtes issu d'une famille pauvre, vous avez une bonne idée. Vous devez investir. On vous dit, vous avez besoin de 20 millions. Qu'est-ce que vous avez comme garantie? Mais vous dites rien. On vous dit, mais je regrette de ne pas vous financer. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'États en Afrique ont mis en place des fonds de garantie. Les organisations internationales ou africaines ont mis en place des fonds de garantie. Ces fonds, ça peut nous faire. On va l'aborder lorsqu'on arrivera au financement du business plan. Vous n'avez pas de garantie, ne vous en faites pas. Il y a des fonds qui sont là pour vous garantir auprès des banques pour que les banques puissent vous donner de l'argent pour que vous puissiez travailler. Donc, le banquier prend le minimum de risque, pour ne pas dire pas de risque, et le joueur prend le maximum de risque. Le joueur de tiercé, PMU, mais c'est quelqu'un qui a une chance sur plusieurs millions pour gagner. Il met quand même son argent. Mais l'entrepreneur ne se comporte pas comme ça, les amis. D'accord? Donc ça aussi, ça vous permet de vous encadrer entre celui qui ne prend pas de risque et celui qui prend le maximum de risque, l'entrepreneur est entre les deux. Alors, que font les meilleurs entrepreneurs? Les meilleurs entrepreneurs n'aiment pas les jeux de hasard, ce que je disais. Ces meilleurs entrepreneurs, si on prend deux types de jeux, on les compare ici. Un jeu de fléchettes, vous savez ce que c'est qu'un? Ça, c'est dans tous les commerces, les produits qui viennent de Chine, un peu partout. Il suffit de viser la cible au milieu. Et là, vous avez le maximum de points, c'est 100, après c'est 50, après c'est 30, après c'est 0. Donc, vous devez essayer de jeter la fléchette au centre, au milieu. Et pour cela, ce que vous faites, vous essayez une fois, ça ne marche pas, mais vous allez vous entraîner. Et les entrepreneurs préfèrent un jeu de fléchettes parce qu'ils ajustent leur cible en fonction de leur propre capacité, en fonction de votre adresse, la force avec laquelle vous allez lancer la fléchette, en fonction de la distance. Vous faites des calculs jusqu'à ce que vous arriviez à jeter au centre la cible. Par contre, j'ai dit que ces entrepreneurs préfèrent un jeu de fléchette à un jeu de dés parce que le jeu de dés ne demande aucune compétence particulière. C'est le hasard à 100%. Vous jetez les dés, mais vous ne pouvez pas savoir si vous allez avoir 2 fois 6 pour gagner. Donc, c'est important que vous puissiez savoir que quand vous allez prendre un risque, il faut que vous puissiez contrôler le risque, les amis. Parce qu'ici, ça dépend de la chance. Et la chance est un phénomène extérieur. Lorsque le résultat que vous allez obtenir en prenant un risque dépend de phénomènes extérieurs, mais les amis, vous êtes foutus. Vous allez simplement prier. C'est la même chose aussi lorsqu'on fait la culture hivernale. Si on a la chance qu'il pleut abondamment, on a une belle récolte. Et s'il ne pleut pas, on a connu des périodes de sécheresse, les amis. On perd les semences. Mais vous allez me dire qu'on a plus de chance qu'il pleuve qu'il ne pleuve pas. D'accord? Mais la pluie peut ne pas être régulière. Il y a d'autres facteurs. C'est pourquoi les gens se sont lancés dans la culture irriguée. En tant qu'entrepreneur, lancez-vous dans cette type de culture parce qu'au moins vous allez maîtriser l'eau. Donc, vous pouvez agir pour ajuster les résultats. Vous allez agir pour réduire les risques. Vous allez faire en sorte que les pompes pas au marché, etc., etc. Donc, vous voyez un peu la notion de risque, de prise de risque. Deuxièmement, les entrepreneurs performants, les meilleurs, aiment la concurrence.
les amis, je peux vous dire que la concurrence, ça leur permet de s'améliorer régulièrement. La question n'est pas de dire, je vais battre tel concurrent, etc. Mais ça, c'est bon pour les leaders et les challengers. Ils peuvent se battre pour que le challenger puisse dépasser le leader. Ça, c'est autre chose. En matière de stratégie, on verra ça également dans le business plan. Mais la concurrence vous permet de vous mesurer, de savoir que vous n'êtes pas en dessous de la moyenne du secteur. Vous faites partie des meilleurs. Mais en même temps, c'est un système de mesure qui vous permet de montrer que vous êtes dans la bonne voie, que votre activité marche bien. C'est pourquoi il faut avoir des informations sectorielles. L'autre jour, un de nos amis parlait des données, que c'est indispensable. Les données sectorielles, c'est important, les amis. Vous ne pouvez pas garder les informations pour vous. Partagez les données pour savoir au moins dans votre secteur comment vous vous situez par rapport à la moyenne. La question n'est pas de savoir ce que X, Y, Z fait, mais de savoir que dans la moyenne, vraiment, vous avez un bon comportement et que donc votre entreprise est bien gérée. Ensuite, on vous dit ici que les meilleurs entrepreneurs éprouvent la satisfaction en constatant qu'ils font de leur mieux. Ils essaient de faire quelque chose de valable suivant leurs propres normes. C'est important aussi, les amis. Vous n'allez pas vous comparer à quelqu'un. Comparez-vous à vous-même. Ce que j'ai fait cette année, ce que j'ai fait l'année dernière, il faut que je fasse mieux cette année. Il faut que l'entreprise puisse avancer. Vous ne pouvez pas avoir un GIE qui chaque année arrive à peine à faire 10 millions de chiffres d'affaires pendant presque 10 ans. Ça, ce n'est pas une entreprise, les amis. Vous commencez un GIE aujourd'hui, l'année suivante, vous pouvez multiplier le chiffre d'affaires par 2, par 3, etc., etc. Jusqu'à ce que vous deveniez une entreprise importante. C'est ça la croissance aussi. Donc, quand vous faites un travail d'amélioration par rapport à votre entreprise, mais vous êtes content. Pourquoi on dit que les meilleurs entrepreneurs éprouvent la satisfaction en constatant qu'ils font de leur mieux? Parce qu'ils essaient de faire quelque chose de valable suivant leur propre nom. Ils ne se focalisent pas sur l'argent et ne cherchent pas à faire des bénéfices extraordinaires. Bon, ça, je vous dis, les amis, de vous avoir, ça fait tout l'objet de grandes discussions dans les différents pays africains où on a eu à organiser en présentiel ce type de formation. Mais nous restons convaincus que l'argent n'est pas une finalité pour l'entrepreneur. L'entrepreneur ne cherche pas à faire des bénéfices extraordinaires. Laissons ça aux spéculateurs. L'entrepreneur choisit l'option qui lui fait faire un bénéfice, même petit, sur son investissement. Donc, les entrepreneurs ne se focalisent pas sur l'argent et ne cherchent pas à faire des bénéfices extraordinaires. Ils choisissent l'option qui leur fait faire un bénéfice, même quand c'est petit. Parce qu'en fait des bénéfices extraordinaires, il peut arriver que vous fassiez des pertes extraordinaires. Et avec ça, vous ne pourrez jamais vous développer. Mais essayez d'assurer quand même que cet investissement-là va être rentable. Il va me créer un bénéfice. Même si le bénéfice est petit, ce n'est pas grave. Un bénéfice, c'est toujours un plus. Après, je pourrais m'améliorer pour augmenter le bénéfice. Les meilleurs entrepreneurs calculent leur chance de réussir et évitent les risques excessifs sans pour autant craindre d'échouer. Ils assument la responsabilité totale de leurs résultats, considèrent l'échec comme une expérience, les amis. Nous vivons dans des pays où l'échec est considéré parfois comme une honte dans nos communautés, dans nos sociétés. Pourquoi c'est une honte? Parce que vous écoutez les autres. Vous écoutez les commérages. Lui, il s'est lancé dans tel, mais il a échoué lamentablement. Vraiment, c'est un incapable. L'entrepreneur n'écoute pas les autres, n'écoute pas les commérages. L'entrepreneur prend une initiative, échoue, et considère l'échec comme étant une expérience et va apprendre de cet échec. Et je vous avais dit, je crois que c'est le premier jour, des personnes comme Bill Gates, vous savez combien de fois ils ont échoué? Elon Musk, Google, Facebook, ils créent tout le temps de nouveaux produits, de nouveaux services qui ne marchent pas. Mais en fin de journée, voilà des sociétés dont la croissance est exponentielle. Mais continuent à prendre des intérêts, même dans l'intelligence artificielle, dans tous les domaines. Ils font, ça ne marche pas, ils reviennent jusqu'à ce qu'ils réussissent. Et pourquoi ils réussissent d'ailleurs? Parce qu'ils n'ont pas peur de tenter. Quand vous avez peur d'échouer, mais vous ne ferez rien. Donc, c'est important, les amis,
de considérer cet échec-là comme étant une expérience de façon positive. Il faut toujours voir le côté positif d'une CAP. Quand on prend un risque, regardez le côté positif. On apprend énormément quand on prend une initiative. Il vaut mieux prendre une initiative échouée et reprendre plutôt que de ne rien faire. Citation pour cette prise de risque. Qui ne tente rien n'a rien. L'adage populaire dit qui ne risque rien n'a rien. Ça, je pense que tout le monde connaît. La fortune sourit à celui qui ose, ou bien la fortune sourit aux audacieux. Dans les formations, d'ailleurs, on va, comme chacun doit avoir une petite activité générative de revenus, et les gens tout de suite voient ces citations et font des t-shirts. Là, ils viennent vendre. Tout le monde l'achète. Parce que c'est dans le cours. Et quand vous le mettez, vous êtes fiers, vous avez compris le cours.